Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. L'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans fête ses 30 ans ce week-end. 350 étudiants et apprentis occupent aujourd'hui les 4 formations de l'école. Pour en parler ce soir, nous recevons Catherine Cléder, directrice générale adjointe de l'ENSIM. Une nuit après l'annonce de son gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu dépose sa démission. Quelle réaction de nos parlementaires en Sarthe? Nous faisons le point dans un instant. Et puis un nouveau club de rugby voit le jour, l'association Rugby Féminin de la Sarthe, un club 100% féminin dédié aux femmes à découvrir à la fin de cette édition. On commence avec la marche blanche en mémoire de Flavien Urpi. À la Flèche, une centaine de personnes déambulent depuis ce lundi 17h, suivi d'un défilé de voitures de sport et de motocross. Anthony Piton est sur place et réalisera un reportage qui sera diffusé dans notre journal ce mardi soir. Cette information ne vous aura certainement pas échappé. Quelques heures seulement après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu démissionne de son poste de Premier ministre ce lundi matin, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour gouverner. Sa décision suscite de nombreuses réactions en Sarthe, faisant état d'un ras-le-bol général de nos parlementaires. Pour la députée LFI Élise Le Boucher, c'est le naufrage du naufrage. La démission d'Emmanuel Macron se pose de façon évidente. Pour Jean-Carl Grelier, député de la 5e circonscription de la Sarthe, notre pays est désormais pris dans une funeste tenaille. Soit il fait le choix de la stabilité politique au prix de l'instabilité budgétaire, soit il fait le choix entre la stabilité budgétaire au prix de l'instabilité politique. Éric Martineau, député MoDem, décrit une situation lamentable et souhaite une réunion intergroupe au sein du Parlement pour apaiser les tensions et que les chefs de file des partis politiques arrêtent de penser à la présidentielle de 2027, tout comme Marietta Karamanli qui envisage une solution parlementaire, mais que cela suppose de faire différemment tant sur la forme que sur le fond. Cela suppose de la modestie et de revoir certains dogmes, poursuit la députée de gauche. Pour ce qui est de la députée Renaissance Julie Delpech, elle s'insurge contre les postures partisanes qui semblent avoir pris le pas sur l'intérêt général. On l'écoute. Je pense qu'hier, on a atteint le summum de l'affligeant. En premier lieu, parce que quand on veut changer le fond et la forme, comme l'avait dit Sébastien Lecornu, ça passe par les gens. Le fond, on ne peut pas apprendre les mêmes, recommencer et changer le fond. Enfin, moi, ça me paraissait impossible et je lui avais dit. Et ensuite, moi, je suis effarée depuis ce matin de tout ce que j'entends. Quand j'entends que le RN dit que le président est responsable à cause de la dissolution, certes, mais cette dissolution, ça a été les premiers à appeler à la dissolution suite aux européennes. Et là, ils continuent d'appeler à la dissolution. Pour quel résultat? On aura toujours 3 blocs. Mais j'entends le PS, le NFP, les LFI, qui de toute façon avaient annoncé la censure sans avoir ni le casting, ni la feuille de route. Et je pense, cerise sur le gâteau, les Républicains, en la personne de Bruno Retailleau, qui est renommé, donc qui ne fait pas partie qui fait partie de cette continuité et qui s'insurge contre cette continuité qui n'est pas une rupture. Enfin voilà, moi je pense qu'on est dans un moment lunaire et extrêmement inquiétant. Une situation lunaire à laquelle réagit justement le Parti républicain de la Sarthe au nom de son président Clément Coulon. On l'écoute. Ça a été peut-être un message très fort envoyé au camp macroniste de dire bah oui, en fait, nous ne sommes pas la béquille de la Macronie, nous ne sommes pas là pour vous aider à rester au pouvoir, nous sommes là pour servir notre pays. Aujourd'hui, la seule rupture qu'il y a eu, c'était une rupture de confiance. Un certain nombre de ministres ont été nommés sans que Bruno Retailleau en soit informé, au premier rang desquels il y a notamment Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est pas en tant que personne, c'est plutôt le symbole qu'il représente. C'est l'homme aux 1000 milliards de dettes. Et c'est aussi le retour, en fait, un petit peu au carré de fidèles d'Emmanuel Macron. Et je pense que le signal n'est absolument pas bon. Ce n'est pas à la hauteur de ce que souhaitent les Français.
Retour sur l'affaire Dany Leprince. Son ex-compagne Martine Compin n'est finalement pas mise en examen et reste sous le statut de témoin assisté. 30 ans après la tuerie de Torigné-sur-Dué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a estimé qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants, rendant vraisemblable que la femme de 68 ans aujourd'hui ait pu participer comme auteur ou complice de ce quadruple meurtre. L'ENSIM, l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans, fête ses 30 ans cette année. Un événement est attendu ce vendredi et ce samedi. Mais d'abord, revenons sur cette école avec notre invitée, la directrice générale adjointe de l'ENSIM, Catherine Cléder. Bonsoir Catherine Cléder. Bonsoir. Pouvez-vous commencer par nous présenter brièvement l'école de l'ENSIM ? Avec plaisir. L'ENSIM, c'est une école interne aux universités. Donc, il y a eu tout un mouvement dans les années 90 de création de ce type d'école. Ce sont des écoles publiques. Et là, créé nous en 95 au Mans, on fête nos 30 ans ce week-end. Depuis 30 ans, on forme alors au début des ingénieurs en vibration acoustique et instrumentation, et capteurs, pardon, je m'y perds. Et puis au fil des années, l'école a grossi. Au début, on avait une centaine d'étudiants. Et puis en 2009, on a créé une deuxième spécialité en informatique. En 2012, on a transformé l'école qui était en 3 ans en une école en 5 ans, avec une prépa intégrée. On s'est mis sur un concours aussi de recrutement niveau bac. Et puis, depuis 2014, nous avons ouvert nos formations progressivement à l'apprentissage. Donc, 4 parcours au total au sein de l'école. Il y a 350 étudiants et apprentis, donc on l'avait cité juste avant. Et puis, vous proposez aussi une formation d'instrumentation pour l'environnement. En quoi consiste-t-elle, cette formation ? Alors, c'est une formation, c'est une évolution de capteurs et instrumentation. Depuis 2 ou 3 ans, on fait évoluer en fait nos maquettes pour coller aux envies en fait des jeunes et puis aux besoins des entreprises. L'instrumentation pour l'environnement, mais c'est une filière qui s'adresse à des jeunes curieux de toute l'instrumentation, la miniaturisation des capteurs, leur fabrication, pour pouvoir mesurer et contrôler en fait l'environnement, parce que si on ne mesure pas, si on ne contrôle pas, on ne peut pas le défendre, le protéger, le sauvegarder. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'il y a des ondes qui passent dans un environnement et on essaie de déceler le nombre d'espèces qu'il y a dans un espace. C'est un peu cela pour essayer d'être... Ça peut être un projet, effectivement. On pourrait très bien mettre des capteurs dans une forêt. Dans une forêt, et puis avec différents types de capteurs, être capable de dénombrer la faune et de pouvoir justement surveiller son évolution. D'accord. Alors, pour marquer le coup donc, des 30 ans de l'école, vous proposez un événement vendredi 10 et aussi samedi 11 octobre. À quoi faut-il s'attendre ce vendredi déjà pour commencer ? Alors vendredi, c'est une grande fête de famille entre ensimiens anciens et nouveaux, et actuels. Sur toute l'après-midi, nous allons avoir plusieurs temps forts. Déjà, le premier temps fort, c'est le retour des premiers directeurs qui vont venir témoigner de l'évolution et du parcours. Un instant nostalgique, certainement. Je pense, avec dans la salle en plus des anciens étudiants diplômés, donc je pense que la nostalgie sera présente. Une ouverture sur l'avenir aussi, avec le cabinet d'architectes qui nous accompagne sur la rénovation du bâtiment, qui va nous donner la trajectoire. Une table ronde avec 4 invités au plan national qui viennent partager leur vision de ce que sera l'ingénieur demain. Avec une grande soirée qui sera proposée au cours de cette soirée, au cours de ce vendredi soir. Et samedi, vous proposez aussi des tables rondes et ce sera ouvert un peu plus au public, c'est ça ? Alors, samedi, c'est piloté par nos anciens diplômés, qui sont dans une association qui s'appelle Sphère et qui effectivement organise 4 tables rondes sur la journée du samedi, ouvertes au public, sur différents thèmes. Je swipe mes feuilles. Alors j'en avais vu quelques-uns, c'était comment les outils d'intelligence artificielle impactent-ils votre métier ? Ingénierie et environnement, quels apports pour la compréhension du vivant ? Préservation du patrimoine culturel, quels défis scientifiques et techniques à venir ? Et comment se lancer dans l'entrepreneuriat avec un diplôme d'ingénieur ? De nouveaux projets pour l'école dans les prochaines années ? Oui, une école, c'est toujours en évolution, c'est vivant. Donc là, on a deux projets en ce moment. Un projet de co-construction d'un diplôme avec le SGT, l'École supérieure des géomètres topographes, qui est sur le même campus que nous, mêlant instrumentation pour l'environnement et aménagement du territoire. Et puis, comme on cherche toujours à rayonner davantage et être dans les réseaux d'excellence, nous allons essayer de rejoindre le réseau Bretagne INP,
qui se crée depuis cette année. Donc de grands projets à suivre. Merci Catherine Cléder, directrice générale adjointe de l'ENSIM, d'être venue sur notre plateau et parler de cet événement qui se déroule ce vendredi 10 octobre et samedi 11 octobre. Merci. Et joyeuse 30e année à l'ENSIM. Le salon Faites Lire a attiré 65 000 personnes cette année, 55 000 au cours du week-end et 10 000 ont assisté aux animations dans la semaine. C'est le bilan que dresse le maire du Mans, Stéphane Le Foll, au micro de Radio Alpa ce dimanche. Avec 200 000 € de budget en moins par rapport à l'an dernier, l'affluence est plutôt stable avec près de 2 000 visiteurs de plus en 2024, soit 67 000. Un autre bilan, c'est celui de la marche contre le cancer du sein ce dimanche. Et la Ligue contre le cancer de la Sarthe s'en félicite avec près de 3 000 participants à l'Arche de la Nature au Mans, soit 1 000 de plus que l'an dernier. Et puis un autre record, c'est celui du don. Plus de 40 000 € récoltés qui sont intégralement affectés au financement, le financement de la recherche, autant pour moi, ainsi qu'à l'aide aux personnes malades et à leurs proches. Nous vous présentions vendredi la nouvelle section féminine du rugby club du Mans. Il faut croire qu'en Sarthe, l'Ovalie à la côte auprès des féminines. Depuis la fin août, un nouveau club vient de faire son apparition, l'association Rugby Féminin ou ARF 72, un club 100% dédié aux femmes. Colin Ancel s'est rendu à un de leurs entraînements. Bien, franchis Alexia, voilà. Bien, parfait ça. Elles sont une vingtaine, débutantes, confirmées. Ça, c'est le nouveau club, l'association rugby féminin ou ARF 72. On a envie aussi de s'engager en tant que femme et en tant que sportive à tenter une association et puis à développer un peu aussi quelque chose à nous. À l'initiative, un groupe de 8 femmes qui jouaient au club olympique Pontlieu. Le COP est évincé du stade Pierre-Pifot. Les filles ont dû arrêter. Alors reprendre cette année, ça représente beaucoup. L'année dernière, j'ai pas fait de rugby quasiment pendant un an, ça m'a tellement manqué. Et là, on rechausse les crampons, on se remet à plaquer, enfin, c'est génial. Parmi les joueuses, des anciennes du COP donc, mais aussi des nouvelles, avec notamment la championne de karaté Leila Hurto et beaucoup de débutantes. Le côté club féminin attire. J'avais un peu peur d'être la plus nulle, on va dire. Et le fait que ce soit que des filles, j'avais pas peur du regard des hommes, on va dire. Donc franchement, ça a aidé aussi. Au début, c'est compliqué. Mais franchement, on a des coachs super qui nous expliquent bien les choses. On fait au fur et à mesure. Faire du sport en s'amusant, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre, quoi. C'est que ça nous tient tellement à cœur que les filles, on les met hyper à l'aise. On a toujours cette ambiance un peu beauf, même si on est des femmes. On est un peu comme ça aussi, où il y a la bière qui m'attend après l'entraînement. Le club attend encore l'homologation officielle de la FFR, en bonne voie vu la politique de féminisation de la fédération. Pour l'instant, les futurs licenciés affluent. Le premier entraînement, le 27 août, on était à peu près 25. Moi, j'avais presque les larmes aux yeux, tellement on était trop contents. On s'envoie dans la gueule, on se met des cartouches comme si on était en match. Donc aujourd'hui, c'est ce qui permet de combler un peu ce manque de compétition. L'année prochaine, on aimerait vraiment partir en compétition à 15. À raison de 2 entraînements par semaine, les mercredis et vendredis au terrain de l'Épau. Elles préparent déjà leur future rencontre. On va exploiter, je te dis. L'un des grands événements du week-end, c'était le GP Explorer 3. Et le vainqueur de The Last Race, la dernière course, est l'influenceur espagnol Carchez du team Cupra avec Ander. L'événement organisé par le youtubeur Squeezie a rassemblé, comme annoncé, plus de 200 000 personnes sur le circuit Bugatti ce week-end. Côté sécurité, l'événement s'est déroulé dans un climat à la fois festif et maîtrisé, sans incident majeur au niveau du circuit, précise la préfecture. Le Mans FC met le leader de Ligue 2 en difficulté. Ce vendredi soir, les 100 et or ont offert un vrai spectacle au stade Marie-Marvin face à 3. Menés 2-1, les Manceaux ont arraché l'égalisation en toute fin de match grâce à Lucas Caloda. Score final 2-2, un match nul qui sonne presque comme une défaite pour l'entraîneur Patrick Videra, tant le Mans a été dominateur. Écoutez. Moi, je pense que c'est notre match référence, malgré la défaite, et c'est pour ça que ça m'embête, parce que j'aurais pu vous dire match nul, excusez-moi. Mais on le prend... c'est dur ce que je vous dis, mais il faut prendre tous les points, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et vu la réaction des garçons, on le prend comme une défaite. On est devant dans tout, dans la possession, dans les tirs, pratiquement dans tous les compartiments. Je pense que sur ce match aujourd'hui, on a montré beaucoup de valeur. On a été au-dessus de cette équipe, qui est une très très belle équipe.
Et puis pour clôturer ces actus sport sur notre journal, le MSB dispute son premier match à domicile ce lundi face à Paris Basketball, le champion en titre. Le coup d'envoi est prévu à 20h à Antares. Toutes les précisions basket dans un instant avec Antoine Besson pour Tango Show. On termine ce journal avec les tendances météo de ce mardi 7 octobre. Le soleil continue d'illuminer le ciel sartois. Niveau température, au cours de la matinée, il faut compter entre 13 et 14 degrés. L'après-midi, quelques nuages couvriront l'ensemble du département. Les températures ne devraient pas dépasser les 20 degrés, notamment dans le Sud-Sarthe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. On se retrouve demain, même heure, de 18h45 à 19h pour Au Quotidien. Et retrouvez tous nos contenus en replay sur la chaîne YouTube d'LMTV. Très bonne soirée à vous, à demain mardi 7 octobre.